Après m'avoir volé mon code pour une promotion, vous n'êtes qu'une simple exécutante, je suis le vrai visionnaire ici. J'ai tendu au PDG mes journaux de sécurité et j'ai souri. Si vous êtes l'architecte, alors allez-y, rallumez les serveurs. Son visage est devenu complètement blanquant. J'ai regardé mon collègue manipulateur s'attribuer tout le mérite de mon année exténuante de codage, souriant tandis que le PDG le promouvait. Alors, quand l'ensemble du système propriétaire s'est inévitablement planté sous sa supervision, je me suis assise, j'ai verrouillé mon terminal et je l'ai regardé se noyer. Avant de continuer l'histoire d'aujourd'hui, nous avons une annonce urgente à faire. En raison de problèmes techniques, nous nous réorientons vers une autre chaîne. Veuillez vous abonner à notre nouvelle chaîne, Lien et Destin. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo, le commentaire épinglé et l'étiquette de collaboration sur cette vidéo. Assurez-vous de changer de chaîne dès maintenant pour ne rien manquer. Merci pour votre soutien. Maintenant, retour à l'histoire. Les lumières fluorescentes de la salle d'attente de la clinique bourdonnaient avec un vrombissement grave et oppressant qui semblait vibrer en parfaite synchronisation avec le martèlement derrière mes yeux. J'avais 38 ans, mais alors que j'étais affalé sur la chaise en plastique rigide, attendant que le médecin lise les résultats de mon électrocardiogramme, je me sentais comme une coquille vide. Mes mains, posées sur mes genoux, tremblaient légèrement, un effet secondaire persistant de l'épuisement, de la caféine sans fin et de la crise de panique qui m'avait finalement forcé à me rendre aux urgences à 4 heures du matin. J'étais une architecte système principale, et depuis 14 mois, toute mon existence s'était réduite à des lignes de code lumineuses sur 2 moniteurs. J'avais bâti le projet Égide à partir de zéro. C'était une architecture de base de données Bacan complètement révolutionnaire, conçue pour sauver notre entreprise de goulot d'étranglement de données catastrophiques. C'était mon bébé. C'était la raison pour laquelle je n'avais pas dormi une nuit complète depuis 1 an, la raison pour laquelle ma vie personnelle était inexistante, et la raison pour laquelle ma poitrine avait actuellement l'impression d'être prise dans un étau qui se resserrait. Mon téléphone, posé sur le siège à côté de moi, a vibré. L'écran s'est allumé, projetant une lueur bleue crue sur ma peau pâle. C'était un message texte de Léa, une développeuse senior de mon équipe et l'une des rares personnes qui comprenait réellement les immenses sacrifices que j'avais faits. Léa, dis-moi que tu ne regardes pas tes courriels en ce moment. Amélie, s'il te plaît, dis-moi que tu ne l'as pas vu. Ma respiration s'est bloquée. Mes doigts, toujours tremblants, se sont tendus vers l'appareil. J'ai déverrouillé l'écran, balayant le message de Léa pour ouvrir ma boîte de réception professionnelle. Tout en haut, marqué d'un point d'exclamation rouge vif dénotant une autre priorité, se trouvait un message non lu de Monsieur Durand, notre PDG. L'objet disait « Une nouvelle ère de l'ingénierie, félicitations à notre nouveau directeur, Jacques ». J'ai cligné des yeux, les mots se brouillant tandis que mon cerveau épuisé luttait pour traiter l'information. Jacques? Jacques était mon père, un chef de projet glorifié qui connaissait à peine la différence entre Java et JavaScript. Il passait ses journées à organiser des réunions inutiles, à préparer des présentations PowerPoint élégantes et à emmener Monsieur Durand déjeuner dans des restaurants chers pour discuter de « synergie ». Il n'avait pas écrit une seule ligne de code pour le projet Égide. Il n'était pas resté éveillé jusqu'à 3 heures du matin à déboguer des fuites de mémoire. Il n'avait sacrifié absolument rien. J'ai tapé sur le courriel. Les mots de Monsieur Durand ont défilé sur l'écran, une cascade écœurante d'éloges d'entreprise. C'est avec une immense fierté que j'annonce la promotion de Jacques au poste de directeur de l'ingénierie. Au cours de l'année écoulée, Jacques a fait preuve d'une vision et d'une maîtrise technique inégalée, conceptualisant et livrant à lui seul le projet Égide. Sa brillante conception architecturale portera cette entreprise vers l'avenir. Veuillez vous joindre à moi pour le féliciter de cette réalisation monumentale. Une sueur froide a perlé sur mon front. Les murs stériles de la clinique semblaient se refermer sur moi. J'ai fait défiler vers le bas, mon cœur martelant furieusement contre mes côtes. Il y avait une photo en pièces jointes, Jacques et Monsieur Durand se serrant la main dans la salle de conférence de la direction. Jacques portait son costume sur mesure emblématique, arborant un sourire prédateur parfaitement manucuré. Sur l'écran derrière eux se trouvait un diagramme de l'architecture d'Égide. Mon architecture. Le diagramme que j'avais passé 48 heures d'affilée à finaliser il y a à peine 3 jours. Il l'avait pris. Il avait tout pris. Il avait présenté mon labeur angoissant et exténuant comme sa propre vision brillante, et Monsieur Durand avait complètement gobé le mensonge. Il me restait un corps brisé, un cœur qui s'emballait, et rien d'autre.
La trahison était bien plus angoissante que l'effondrement physique qui l'avait précédé. Je ne suis pas retourné à mon appartement après que le médecin m'ait prescrit des bêta-bloquants et imposé une semaine de repos strict. Je ne pouvais pas. L'injustice était une sensation de brûlure physique dans mon estomac, l'emportant sur l'épuisement dans mes os. J'ai conduit directement au bureau. Les portes vitrées de l'étage de l'ingénierie se sont ouvertes avec un doux sifflement. Le bourdonnement habituel des claviers et des conversations à voix basse s'est complètement éteint alors que je marchais dans l'allée principale. Je pouvais sentir les yeux de mes collègues sur moi. Léa a croisé mon regard depuis son cubicule, son visage pâle, secouant légèrement la tête d'un air impuissant. J'ai ignoré les regards compatissants. J'ai marché droit vers le bureau d'angle, le bureau qui était censé être le mien. La plaque nominative avait déjà été changée. Des lettres noires, nettes et audacieuses sur de l'argent brossé, Jacques, directeur de l'ingénierie. Je n'ai pas pris la peine de frapper. J'ai poussé la porte. Jacques était assis derrière l'immense bureau en acajou, penché en arrière dans un fauteuil en cuir ergonomique, faisant défiler nonchalamment son téléphone. Il a levé les yeux, imperturbable, ses cheveux parfaitement coiffés captant la lumière du matin qui filtrait à travers les baies vitrées. « Amélie, dit-il, sa voix dégoulinant d'une chaleur artificielle et étudiée. J'ai entendu dire que vous n'étiez pas dans votre assiette. Vous devriez vraiment vous reposer, championne. L'équipe a besoin de vous à 100%. J'ai fermé la porte derrière moi, le bois lourd se refermant avec un clic d'une finalité inquiétante. Vous avez volé mon travail, Jacques. Ma voix était calme, rauque, mais elle a tranché l'air comme une lame dentelée. Je n'ai pas crié. Je n'en avais pas besoin. Jacques a soupiré, une expiration lourde et condescendante, comme s'il avait affaire à un enfant capricieux. Il a posé son téléphone face contre le bureau et a croisé les mains. Amélie, ne soyons pas mélodramatiques. Nous sommes une équipe. Nous avons collaboré sur Égide. J'ai fourni la supervision stratégique de haut niveau, l'alignement sur le marché, l'interface avec la direction. Vous avez exécuté les détails techniques. Nous avons tous les deux joué notre rôle. Vous n'avez pas écrit une seule ligne de code, ai-je déclaré, m'approchant du bureau, posant fermement mes mains sur le bois poli. Vous n'avez pas conçu les structures de données. Vous n'avez pas construit le routage asynchrone. Vous avez pris la présentation que je vous ai envoyée pour révision, vous avez collé votre nom sur la diapositive de titre, et vous l'avez présentée à M. Durant alors que j'étais littéralement à l'hôpital. Le sourire de Jacques s'est estompé, remplacé par un regard froid et dur. Le vernis charmant a disparu en un instant, révélant l'opportuniste calculateur en dessous. Et qui pensez-vous que M. Durand allait écouter? Une codeuse stressée et socialement maladroite qui peut à peine aligner deux mots dans une réunion de conseil? Ou moi? Je parle leur langue, Amélie. Je vends la vision. Vous êtes une mécanicienne brillante, certes, mais je suis l'architecte de l'avenir de cette entreprise. Monsieur Durand le voit. Maintenant, en tant que votre directeur, je vous suggère de prendre votre congé maladie, de vous calmer, et de revenir prête à maintenir le système. Ne vous compliquez pas la vie. Il me congédiait. Il avait volé mon chef-d'œuvre, était passé sur mon corps épuisé pour prendre le bureau d'angle, et maintenant il m'ordonnait de maintenir tranquillement le moteur même qu'il avait volé. Il était complètement confiant dans sa victoire. Il croyait avoir gagné, avoir volé en toute sécurité les clés du royaume. Mais il avait oublié une chose cruciale, il avait volé les plans, il avait volé le crédit, et il avait volé le titre. Mais il ne comprenait pas réellement comment la machine fonctionnait. Pour comprendre la profondeur du vol de Jacques, il faut comprendre exactement ce que j'ai abandonné pour le projet Égide. Je n'ai pas seulement fait des heures supplémentaires, j'ai abandonné ma vie à cette entreprise. Quand M. Durand, le PDG, est venu à l'étage de l'ingénierie il y a 14 mois, paniquant à l'idée que nos serveurs hérités cédaient sous le poids des données des nouveaux clients, c'est moi qui me suis porté volontaire. M. Durand, un homme qui voyait tout en termes de marge bénéficiaire et de valeur boursière, a exigé un miracle. Il voulait un pipeline de données propriétaires et sur mesure qui pourrait traiter des millions de transactions par seconde avec une latence nulle. Je lui ai promis que je pouvais le construire. J'ai passé Thanksgiving seul dans mon appartement, mangeant des plats à emporter froids tout en écrivant des algorithmes de routage. J'ai manqué le mariage de ma sœur parce que la base de données héritée a commencé à se fracturer, et j'ai dû appliquer des correctifs d'urgence tout en construisant simultanément la nouvelle architecture.
J'ai sacrifié ma santé, mes relations et ma santé mentale. Et pendant que je me noyais dans les tranchées, Jacques se positionnait parfaitement. Jacques avait 40 ans, un homme dont toute la carrière était bâtie sur l'illusion de la compétence. Il n'avait pas de formation en ingénierie, son diplôme était en communication. Il parlait dans un flot incessant de jargon d'entreprise, synergiser les paradigmes, exploiter les livrables agiles, optimiser la bande passante. Il portait des costumes italiens sur mesure dans un bureau de technologie décontracté. Il s'assurait d'être toujours la voix la plus forte dans la pièce, toujours celui qui se tenait à côté du tableau blanc, hochant la tête d'un air pensif, même s'il n'avait aucune idée de ce que signifiaient les équations. Sa stratégie était simple et insidieuse, il s'est attaché à mon projet. Il a insisté pour programmer des synchronisations quotidiennes où je lui expliquerais les progrès techniques pour qu'il puisse les traduire pour la direction. J'étais trop épuisé, trop concentré sur le code pour réaliser ce qu'il faisait réellement. Je lui donnais les munitions exactes dont il avait besoin. Il prenait mes explications très techniques et complexes et les distillait dans des diaporamas à accent grave-l'œil. Il emmenait M. Durand jouer au golf, laissant tomber nonchalamment des termes techniques qu'il avait appris de moi la veille, se présentant comme un leader visionnaire dirigeant une équipe d'ingénierie difficile et indisciplinée. Il a cultivé un récit où j'étais juste une exécutante, une dactylo rapide, tandis qu'il était le cerveau orchestrant le grand dessin. Et ça a marché. Monsieur Durand adorait Jacques. Monsieur Durand adorait le vernis, la confiance, les poignées de main fermes et l'illusion d'un contrôle total. Monsieur Durand ne se souciait pas des milliers d'heures de travail invisibles. Il ne se souciait que de la présentation. Debout dans ce bureau d'angle, regardant le visage suffisant de Jacques, la réalité de ma situation s'est cristallisée. J'avais construit une forteresse, et il était simplement entré et avait changé les serrures. Il avait convaincu le roi qu'il était l'architecte. Je me suis lentement relevé de son bureau en acajou. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas menacé. Je l'ai juste regardé, vraiment regardé, l'observant sa cravate coûteuse, ses cheveux parfaitement coiffés, et le manque absolu de compréhension technique derrière ses yeux. « D'accord, Jacques » ai-je dit doucement, ma voix dénuée de toute émotion. « Vous êtes le directeur. C'est votre système maintenant. J'espère que vous savez comment le piloter. » J'ai tourné les talons et je suis sorti du bureau, ignorant son petit rire satisfait. Je suis allé directement à mon bureau, j'ai emballé mes affaires personnelles et j'ai verrouillé mon poste de travail. Alors que je descendais en ascenseur vers le hall, le poids écrasant dans ma poitrine a commencé à se dissiper, remplacé par quelque chose de complètement différent. C'était froid. C'était calculateur. C'était la certitude absolue de ma vengeance. Pendant les 48 premières heures de mon congé maladie imposé, je n'ai absolument rien fait d'autre que dormir. Mon corps, privé de repos depuis plus d'1 an, s'est complètement éteint dès que j'ai verrouillé la porte de mon appartement et que je me suis effondré sur mon matelas. Quand je me suis finalement réveillé le mercredi matin, le soleil filtrait à travers mes stores, illuminant les grains de poussière qui dansaient dans l'air calme. L'énergie frénétique et vibrante qui m'avait consumé pendant 14 mois avait disparu, remplacée par un silence profond et creux. Mais alors que j'étais assise à la petite table de ma cuisine, fixant la surface sombre de mon café noir, la réalisation froide et calculatrice de ma situation a commencé à prendre racine. Jacques pensait qu'il avait gagné. Il pensait que le génie logiciel, c'était comme peindre une maison, une fois la dernière couche appliquée, on remet simplement les clés et on s'en va. Il pensait que le système était un produit fini et statique. Il ne comprenait pas que le projet Égide était un écosystème vivant et respirant, et qu'il retenait actuellement son souffle. Je suis allé à mon bureau à domicile et j'ai démarré mon poste de travail personnel, fortement crypté. Je me suis connecté au réseau privé virtuel de l'entreprise. En tant qu'architecte système principal, mes privilèges d'administrateur étaient codés en dur dans les fondations même du réseau. Jacques, dans sa hâte arrogante de s'approprier le bureau d'angle, n'avait même pas pensé à révoquer mon accès. Il ne savait probablement même pas comment trouver le panneau de contrôle administratif. J'ai ouvert le tableau de bord de surveillance du backend pour Égide. Le système fonctionnait actuellement sans problème, traitant les charges de données quotidiennes standards. Mais je savais quelque chose que Jacques, Monsieur Durand et le reste du conseil d'administration ignoraient. Je connaissais le protocole Sentinelle. Pendant les dernières semaines de développement, privé de sommeil, j'avais découvert une faille critique dans la manière dont notre matériel gérait les pics massifs et soudains de requêtes de données.
Si la charge dépassait 95% de la capacité des serveurs, toute l'architecture de la base de données risquait une corruption complète et irréversible. Pour éviter une perte catastrophique de données clients, j'avais codé un mécanisme de sécurité profondément intégré, le protocole Sentinel. Si le système atteignait ce seuil de 95%, Sentinel gèlerait instantanément tous les flux de données entrants, verrouillant toute l'architecture dans une stase protectrice. C'était l'équivalent numérique de l'abaissement de porte blindée. Le hic ? Parce que Jacques avait insisté sans relâche pour un déploiement précoce afin de pouvoir le présenter à la réunion trimestrielle du conseil d'administration, je n'avais jamais eu le temps d'écrire l'interface utilisateur ou la documentation pour la neutralisation de Sentinel. Si le système se verrouillait, il n'y avait aucun bouton sur lequel cliquer pour le rallumer. La seule façon de dégeler le système, de rééquilibrer la charge de données et de redémarrer les serveurs en toute sécurité était une séquence de lignes de commande manuelles très complexe. Elle nécessitait une clé de chiffrement de 64 bits et une syntaxe spécifique de commandes algorithmiques qui n'existait nulle part dans le wiki de l'entreprise. Elle n'existait que dans mon environnement de test privé et sécurisé, et dans ma propre tête. J'ai souri, un lent et froid incurvement de mes lèvres. Je n'avais pas besoin de saboter le système. J'avais juste besoin de laisser Jacques le conduire jusqu'à ce qu'il tombe inévitablement en panne d'essence. Et selon le calendrier de l'entreprise, M. Durand avait programmé l'intégration et la migration des données de notre plus gros nouveau client entreprise pour ce vendredi à venir. Cette migration déclencherait absolument le protocole Sentinel. Mon téléphone a vibré. C'était Léa. Nous avons convenu de nous retrouver dans un café tranquille à quelques rues de mon appartement. Quand elle est arrivée, elle avait l'air épuisée, serrant un immense café glacé comme une bouée de sauvetage. « C'est un cauchemar, Amélie », dit-elle en se glissant dans la banquette en face de moi. Jacques se pavane à l'étage comme s'il était Steve Jobs. Il a déjà programmé 3 communiqués de presse sur sa conception architecturale innovante. Mais dès qu'un développeur lui pose une question spécifique sur les points de terminaison de l'API, il débite juste des absurdités sur l'exploitation des synergies agiles et s'en va. Il ne sait pas ce qu'est un point de terminaison d'API, Léa, ai-je dit calmement, en sirotant mon café. Laisse-le se pavaner. Parle-moi de la migration de vendredi. Léa a gémi en se frottant les tempes. Monsieur Durand veut qu'elle soit accélérée. Il veut que le nouveau client soit entièrement intégré d'ici lundi matin. Nous avons prévenu Jacques que le volume de données est trop élevé pour tout faire passer d'un coup sans une approche progressive. Mais il nous a dit d'arrêter de créer des obstacles et de simplement optimiser notre bande passante. Parfait, ai-je murmuré. Léa m'a regardé, ses yeux se plissant de confusion. Parfait, Amélie ? Si nous envoyons autant de données par le pipeline principal en même temps, les serveurs vont hurler. Je sais, ai-je répondu, me penchant en avant, ma voix baissant à un murmure grave et intense. Léa, j'ai besoin d'une faveur. J'ai besoin que tu restes complètement en dehors de la zone d'explosion vendredi. N'offre pas de solution. N'essaie pas de réparer quoi que ce soit. Quand ça cassera et ça cassera, je veux que tu documentes absolument tout ce que Jacques fait, ou plus exactement, tout ce qu'il ne parvient pas à faire. Peux-tu faire ça ? Léa m'a fixé pendant un long moment, la prise de conscience se faisant lentement jour sur son visage. Un petit sourire malicieux a commencé à se former sur ses lèvres. Je peux très certainement faire ça. Je suis retourné à mon appartement et j'ai passé les 12 heures suivantes à monter mon dossier. J'ai extrait les journaux maîtres du dépôt J, le registre numérique qui traçait chaque ligne de code jamais écrite pour le projet. J'ai téléchargé l'historique complet, mettant en évidence le fait indéniable que le nom d'utilisateur de Jacques avait exactement 0 contribution. J'ai compilé chaque courriel où je lui avais minutieusement expliqué des concepts d'ingénierie de base pour qu'il n'ait pas l'air ridicule devant les clients. Je n'étais plus une victime pleurant dans une salle d'attente d'hôpital. J'étais une stratège préparant méticuleusement le champ de bataille. Je suis retourné au bureau le jeudi matin, un jour avant la migration massive de données. L'atmosphère à l'étage de l'ingénierie était incroyablement tendue. Les développeurs marchaient à grands pas entre les cubicules, tenant des conversations urgentes à voix basse. Le faible bourdonnement d'anxiété était palpable. Je suis allé à mon bureau, j'ai calmement démarré mon ordinateur et j'ai commencé à consulter mes courriels comme si de rien n'était. En 20 minutes, une notification à l'échelle de l'entreprise est apparue sur mon écran. Monsieur Durand convoquait une réunion de « mise au point d'urgence » dans la grande salle de conférence vitrée.
La présence de tout le personnel de direction était obligatoire. J'ai attrapé mon carnet et je suis entré dans la salle de conférence, prenant place à l'extrémité de la longue table polie. Monsieur Durand était assis en bout de table, l'air stressé, tapotant un stylo en or contre son bloc-notes. Jacques se tenait à l'avant de la salle, parfaitement positionné à côté d'un immense tableau blanc numérique. Il portait un nouveau costume bleu marine impeccable, ayant l'air en tout point d'un cadre confiant. « Très bien, commençons », a dit Monsieur Durand, la voix tendue. « Nous avons la migration massive des données du groupe Apex demain. Le conseil d'administration surveille cela de très près. Jacques, je veux des assurances qu'Égide est prêt à gérer la charge. Nous voyons déjà quelques avertissements de latence sur le tableau de bord ce matin. » Jacques a affiché son sourire rassurant habituel. Il a pris un marqueur effaçable à sec et a dessiné un grand cercle sans signification sur le tableau. « Pas de souci, Monsieur Durand. La latence que vous voyez n'est qu'une friction opérationnelle standard. À mesure que nous mettons le paradigme à l'échelle, le système apprend simplement à exploiter les nouveaux paramètres de bande passante. J'ai demandé à l'équipe de synergiser les protocoles de routage cloud, ce qui gérera de manière transparente le transfert de données d'Apex demain. » La salle était silencieuse. Les vrais ingénieurs dans la pièce, y compris Léa, regardaient Jacques avec un mélange d'horreur et de gêne par procuration. C'était une salade de mots aux proportions épiques. Cela ne signifiait absolument rien. Je n'ai pas levé la main. J'ai simplement parlé, ma voix claire et portant parfaitement dans la pièce silencieuse. Ce n'est pas une friction opérationnelle, Jacques. C'est une fuite de mémoire dans le cluster secondaire. Toutes les têtes dans la pièce se sont tournées vers moi. Monsieur Durand a cessé de tapoter son stylo. Le sourire de Jacques a vacillé, sa main se figeant en l'air près du tableau blanc. « Excusez-moi, Amélie », a dit Jacques, sa voix prenant un ton sec et menaçant. « Je pensais que vous étiez encore en congé maladie. Peut-être n'êtes-vous pas tout à fait au courant de mes derniers ajustements architecturaux. » « Je n'ai pas besoin d'être au courant pour lire un tableau de bord, Jacques, » ai-je répondu, soutenant son regard sans ciller. Je me suis penché en avant, posant mes avant-bras sur la table. La latence est causée par la surcharge de ramasse-miettes dans la machine virtuelle Java. Le système a du mal à effacer les anciennes données des banques de mémoire temporaire. Si nous envoyons les données d'Apex demain sans reconfigurer la taille du tas, les serveurs ne subiront pas seulement une friction. Ils heurteront un goulot d'étranglement majeur. Monsieur Durand a froncé les sourcils, regardant alternativement entre nous deux. Il ne comprenait pas le jargon technique, mais il comprenait le ton. Il comprenait que je diagnostiquais une maladie spécifique et critique tandis que Jacques prescrivait des pensées positives. « Jacques, » a demandé Monsieur Durand, d'un ton prudent. « A-t-elle raison? Quelle est notre stratégie pour cette surcharge de ramasse-miettes » Le visage de Jacques a légèrement rougi, une faible rougeur montant de son col. Je pouvais voir la panique fulgurer derrière ses yeux alors que son cerveau cherchait désespérément une bouée de sauvetage. Il n'avait aucune idée de ce que je venais de dire. Il ne savait pas ce qu'était une machine virtuelle Java. Il était complètement exposé devant le PDG. Nous, a balbutié Jacques, s'éclaircissant la gorge et ajustant sa cravate coûteuse, nous allons simplement allouer plus de bandes passantes cloud à la ferme de serveurs. Monsieur Durand mettra plus de puissance de traitement sur le problème. C'est une solution simple. Amélie, en tant que développeuse, vous manquez parfois la vue d'ensemble. Vous vous concentrez sur des problèmes de codage de micro-niveau alors que je gère la stratégie de macro-niveau. C'était une déviation pathétique, et au léger plissement des yeux de Monsieur Durand, je pouvais dire que la graine du doute avait été fermement plantée. Monsieur Durand a hoché la tête lentement, bien qu'il n'ait pas l'air entièrement convaincu. Assurez-vous que ce soit réglé, Jacques. L'échec demain n'est pas une option. La réunion s'est terminée. Alors que je me dirigeais vers la salle de pause pour prendre une tasse de thé, une main s'est tendue, a attrapé mon bras et m'a tiré brusquement dans la petite kitchenette vide. C'était Jacques. Sa charmante façade avait complètement disparu, remplacée par un masque désespéré, en sueur et furieux. Il m'a acculé contre le comptoir, me dominant de sa taille, sa voix baissant à un murmure vicieux et tremblant. « À quoi pensez-vous jouer ?» a-t-il sifflé, son visage à quelques centimètres du mien. Essayez-vous de m'humilier devant Monsieur Durand? Avez-vous la moindre idée à quel point vous êtes remplaçable, Amélie? Vous êtes une pisseuse de code. Je suis un directeur. Si jamais,
vous ouvrez la bouche de travers dans ma réunion à nouveau, je vous virerai avant que vous puissiez cligner des yeux. Je ruinerai votre carrière dans cette industrie. Me comprenez-vous? J'ai regardé ses mains tremblantes. J'ai regardé les perles de sueur qui se formaient sur son front. Il ne projetait pas de pouvoir. Il projetait une terreur pure. Il savait qu'il était dépassé, et il était terrifié que je lui tire le tapis sous les pieds. Je n'ai pas bronché. J'ai calmement levé la main et retiré la sienne de mon bras, saisissant fermement son poignet. « Vous ne pouvez pas me virer, Jacques, ai-je dit doucement, le regardant droit dans ses yeux paniqués. Parce que demain, quand vous enverrez ces données, le système va planter. Et quand Monsieur Durand vous demandera de le réparer, vous réaliserez que vous ne pouvez pas lire une seule ligne de la langue qu'il parle. Profitez de votre bureau d'angle tant que vous le pouvez. » Je l'ai contourné et je suis retourné à mon bureau, le laissant seul dans la salle de pause, pâle et tremblant. Le vendredi matin, la tension au bureau avait dégénéré en une véritable situation de crise. La migration des données du groupe Apex avait officiellement commencé à 8 heures. J'étais assise tranquillement à mon poste de travail, une tasse de thé fraîche à la main, observant le tableau de bord de surveillance privée sur mon deuxième moniteur. À côté de moi, posé lourdement sur mon bureau, se trouvait un épais classeur noir à 3 anneaux. À 9h15, les voyants d'avertissement de mon tableau de bord sont passés du vert au jaune. La capacité du système a atteint 80%. Jacques arpentait frénétiquement l'allée centrale de l'étage de l'ingénierie, un téléphone collé à l'oreille. Il faisait appel à des consultants externes, essayant désespérément de leur faire diagnostiquer les ralentissements. Mais je les ai vus regarder l'architecture des serveurs, secouer la tête et s'en aller. Egide était propriétaire. C'était très complexe. Sans ma documentation sous-jacente, c'était comme essayer de lire un roman écrit dans une langue morte et perdue. À 10h30, Jacques a envoyé un courriel frénétique à toute l'entreprise, m'interdisant formellement d'accéder aux salles des serveurs principaux ou de me connecter à la base de données primaire. Il essayait de m'isoler, terrifié que je sabote le système pour prouver mon point de vue. Il n'a pas réalisé que le sabotage était déjà intégré dans sa propre ignorance. Pendant que Jacques paniquait, Léa et moi avions passé la soirée précédente à finaliser notre enquête. Léa avait mené un brillant travail de détective numérique, retrouvant sur Viadeo un ancien collègue de Jacques de son entreprise précédente. Nous avions organisé un appel vidéo sécurisé avec lui tard le jeudi soir. La collègue, une femme nommée Sophie Martin, nous avait raconté une histoire qui reflétait parfaitement la mienne. Jacques s'était attaché à sa refonte massive de l'interface utilisateur, avait appris le jargon, avait présenté ses maquettes aux dirigeants comme les siennes, et avait obtenu une prime et une promotion massive. Lorsque l'interface utilisateur a commencé à souffrir de bugs d'intégration massifs, Jacques a accusé Sophie d'exécution bâclée. La licenciée a rapidement démissionné pour prendre le poste dans notre entreprise avant que les dirigeants ne réalisent qu'ils ne savaient pas comment réparer le gâchis qu'il avait créé. Le témoignage assermenté et signé de Sophie, ainsi que les traces de courriel prouvant son vol à son dernier emploi, reposaient actuellement à l'intérieur de l'épais classeur noir sur mon bureau, à côté des journaux j'y montrant mes 10 000 lignes de code contre le zéro de Jacques. À 11h45, les sirènes ont commencé à retentir. Ce n'étaient pas des sirènes littérales, mais leur équivalent numérique. Les canaux de communication de l'entreprise ont explosé. Les lignes du service client se sont allumées comme un arbre de Noël. Sur mon tableau de bord privé, le compteur de capacité a atteint 94%. Puis 95%. Le protocole Sentinelle s'est activé. Instantanément, mon écran s'est figé. Les flux de données se sont aplatis. À travers le bureau, les développeurs ont gémi à l'unisson alors que leurs terminaux se verrouillaient. Toute l'architecture de la base de données propriétaire a abaissé ses portes blindées pour protéger les données, mettant effectivement toute l'entreprise à un arrêt brutal et catastrophique. Le pouls numérique de l'entreprise s'est arrêté. Que s'est-il passé ? A crié quelqu'un de l'autre côté de la pièce. Jacques est sorti en courant de son bureau d'angle, son visage entièrement dépourvu de couleur. Redémarrer les serveurs. Que quelqu'un redémarre les clusters, a-t-il hurlé, sa voix se brisant de panique. On ne peut pas, a crié Léa en retour, fixant son écran. Le système est entièrement insensible. Il nous a complètement bloqués. C'est un gel complet. Mon téléphone de bureau a sonné. C'était l'assistante exécutive de Monsieur Durand. Amélie, Monsieur Durand a besoin de vous et de Jacques dans son bureau tout de suite.
J'ai pris le classeur noir, sentant le poids solide et lourd de la vérité dans mes mains, et j'ai marché calmement vers la suite exécutive. Jacques était déjà là quand je suis entré, arpentant furieusement devant l'immense bureau de Monsieur Durand. Monsieur Durand avait l'air complètement démonté. Son visage était rouge, sa cravate était desserrée, et il serrait le bord de son bureau si fort que ses jointures étaient blanches. Le conseil d'administration m'appelle toutes les 2 minutes, Jacques, a rugi Monsieur Durand alors que je fermais la porte derrière moi. Le groupe Apex menace de retirer un contrat de plusieurs millions d'euros parce que notre système révolutionnaire vient de planter tout leur pipeline de données. Que se passe-t-il? Jacques a instantanément pivoté, pointant un doigt tremblant directement vers mon visage. C'est elle, Monsieur Durand. C'est Amélie. Elle a construit des fondations défectueuses. J'ai essayé de corriger son code bâclé et cassé toute la semaine, et elle a intentionnellement laissé des bugs dans l'architecture parce qu'elle était jalouse de ma promotion. Elle nous a sabotés. Monsieur Durand a tourné son regard furieux vers moi. Est-ce vrai, Amélie? Avez-vous cassé le système? Je n'ai pas élevé la voix. Je ne me suis pas défendu contre l'accusation. J'ai avancé, m'arrêtant juste devant le bureau de Monsieur Durand. J'ai regardé Jacques, qui respirait lourdement, les yeux écarquillés d'une malice désespérée. Puis j'ai regardé Monsieur Durand. Le système n'est pas cassé, Monsieur Durand, ai-je dit, ma voix tranchant la panique avec une clarté glaçante. Il fonctionne exactement comme je l'ai conçu. Il s'est verrouillé pour éviter une suppression totale des données parce que la charge a été mal gérée. J'ai soulevé le lourd classeur noir et je l'ai laissé tomber au centre du bureau de Monsieur Durand avec un bruit sourd. Et Jacques n'a pas corrigé mon code, ai-je continué, regardant directement dans les yeux du PDG. Parce que Jacques ne sait pas coder. Il ne sait pas lire le langage. Il a volé mon travail. Il a volé le crédit. Et maintenant, il n'a absolument aucune idée de comment rallumer votre entreprise. Ouvrez le classeur, Monsieur Durand. Monsieur Durand a regardé le classeur, puis le visage terrifié de Jacques, et enfin, il a tendu la main et a ouvert la couverture. Le sortilège était sur le point de se rompre. La main de Monsieur Durand tremblait légèrement alors que ses doigts effleuraient la couverture épaisse et rigide du classeur noir. Le silence pesant dans son bureau exécutif privé est soudainement devenu assourdissant, nous isolant complètement des cris frénétiques et étouffés de l'étage de l'ingénierie juste de l'autre côté de la vitre. L'air semblait épais, chargé de cette électricité statique qui précède un coup de foudre massif et destructeur. Jacques respirait de manière superficielle, sa poitrine se soulevant et s'abaissant par saccades rapides et erratiques. La posture impeccable et confiante qu'il avait cultivée pendant 14 mois avait entièrement disparu, remplacée par le langage corporel d'un homme acculé et nerveux qui réalisait soudain que le sol sous ses pieds était en verre et qu'il commençait à se fissurer. Monsieur Durand, ne l'écoutez pas, appelait Jacques, sa voix fine et fluette, dépourvue de sa résonance habituelle. Il a fait un pas hésitant vers le bureau, ses mains tendues comme pour intercepter physiquement le classeur. Elle est instable. Elle est en congé maladie pour une dépression nerveuse. Vous ne pouvez absolument pas prendre au sérieux quoi que ce soit qu'elle dise. C'est une tentative désespérée et pathétique d'une employée jalouse pour saboter ma carrière. Monsieur Durand ne l'a pas regardé. Ses yeux sont restés fixés sur la couverture noire pendant un long et angoissant moment avant qu'il ne l'ouvre lentement, délibérément. La première page était un résumé que j'avais rédigé, détaillant la chronologie exacte du développement du projet Égide, avec des références croisées à mes visites à l'hôpital et aux notes de frais de Jacques pour ses longs déjeuners tranquilles. Monsieur Durand l'a lu en silence. Puis il a tourné la page vers la preuve principale, les journaux du dépôt J. « Qu'est-ce que je regarde, Amélie ?» a demandé Monsieur Durand, sa voix basse, un grondement dangereux et sourd que je n'avais jamais entendu de la part du PDG auparavant. « Vous regardez l'ADN fondamental du projet Égide, Monsieur Durand ?» ai-je répondu calmement, gardant ma posture droite et mes mains soigneusement croisées devant moi. Ce sont les journaux de commis cryptographiques. Chaque fois qu'un morceau de code est écrit, modifié ou supprimé dans notre système, la signature numérique unique du développeur y est estampillée de manière permanente avec un horodatage. C'est un registre immuable et infalsifiable. Il y a plus de 70 000 lignes de code vacant qui composent l'architecture que vous avez louée dans votre courriel à l'échelle de l'entreprise. J'ai fait un pas en avant, pointant un seul doigt vers les colonnes denses de texte sur la page. Ma signature numérique, Monsieur Durand, se trouve sur 69 842 de ces lignes. La centaine restante appartient à Léa et aux développeurs juniors qui ont aidé avec des intégrations front-end mineures.
J'ai fait une pause, laissant le silence s'étirer, tournant la tête pour regarder directement Jacques. Son visage n'était plus pâle, il avait pris une teinte grisâtre et maladive. Si vous parcourez ces 50 pages de journaux, Monsieur Durand, ai-je continué, ma voix stable et complètement dénuée de pitié, vous constaterez que la signature numérique de Jacques apparaît exactement 0 fois. Il n'a jamais soumis un seul caractère de code à ce projet. Il ne s'est jamais connecté au serveur de développement. Il n'a même jamais ouvert le logiciel nécessaire pour lire le langage dans lequel le système est écrit. Elle les a falsifiés, a soudainement crié Jacques, sa voix se brisant violemment, de la salive volant de ses lèvres. Il s'est jeté en avant, claquant ses mains sur le bureau de Monsieur Durand. C'est une hackeuse. Elle est allée dans le système et a supprimé mon nom. Elle a effacé mes contributions pour me faire passer pour un incompétent. Monsieur Durand a lentement relevé la tête, ses yeux froids et durs comme du silex. Il a regardé le visage en sueur et paniqué de Jacques, puis il a baissé les yeux à nouveau sur le classeur. Il a tourné une autre page. Si elle a falsifié ça, Jacques, a dit Monsieur Durand doucement, alors expliquez l'onglet suivant. Ce sont des courriels transférés de votre boîte de réception professionnelle privée. Mon cœur battait à un rythme régulier et triomphant contre mes côtes. J'avais inclus chaque correspondance où Jacques m'avait supplié de lui expliquer les concepts les plus élémentaires de l'architecture des systèmes pour qu'il n'ait pas l'air d'un idiot devant les clients. Le 12 octobre, a lu Monsieur Durand à voix haute, sa voix dégoulinant d'un dégoût soudain et lourd, vous avez envoyé un courriel à Amélie à 23 heures pour lui demander, je cite, d'expliquer la différence entre un serveur et un cloud pour que je puisse synergiser les points de discussion pour la présentation de demain. Le 5 novembre, vous lui avez demandé d'écrire un script à lire lors d'une réunion du conseil d'administration parce que vous ne compreniez pas ce qu'était une API. Vous avez littéralement copié-collé ces réponses dans vos propres diaporamas. Monsieur Durand a passé les courriels pour arriver à la dernière section, la plus épaisse, du classeur, la déclaration sous serment. Et puis il y a ça, a dit Monsieur Durand, sa voix baissant à un murmure dangereux. Une lettre assermentée et notariée d'une femme nommée Sophie Martin, votre ancienne conceptrice d'interface utilisateur principale dans votre dernière entreprise. Elle détaille une situation presque identique. Vous vous êtes attaché à son projet, avez appris le jargon d'entreprise, avez présenté ses maquettes à leur direction comme les vôtres, et avez pris la promotion. Lorsque l'intégration a échoué parce que vous ne compreniez pas le code sous-jacent, vous l'avez blâmé, l'avez licencié, et avez fui l'entreprise avant qu'il ne puisse vous auditer. C'est un mensonge, a hurlé Jacques, son sang-froid se brisant complètement en 1 million de morceaux. Il hyperventilait maintenant, arpentant sauvagement le tapis. C'est de la diffamation. Je vais la poursuivre en justice. Je vais vous poursuivre en justice, Amélie. Vous essayez tous de me ruiner parce que vous ne supportez pas un vrai leader visionnaire. Monsieur Durand s'est levé. Il ne s'est pas contenté de se lever, il s'est élevé de sa chaise avec une menace lente et imposante qui semblait aspirer tout l'oxygène de la pièce. Il a contourné son bureau et s'est dirigé vers les lourdes portes vitrées de son bureau. Il les a ouvertes. Le bruit frénétique de l'étage de l'ingénierie s'est engouffré, des téléphones sonnant sans fin, des cadres criant depuis les couloirs, des développeurs se disputant en groupe paniqués. Toute l'entreprise assistait au déroulement de l'échec catastrophique, et maintenant ils regardaient tous directement la porte ouverte de Monsieur Durand. « Venez avec moi, Jacques », a ordonné Monsieur Durand. Ce n'était pas une demande. Monsieur Durand est sorti de son bureau et s'est dirigé directement vers l'immense salle de conférence centrale vitrée au milieu de l'étage. Jacques l'a suivi comme un condamné marchant à la potence, les épaules voûtées, les yeux cherchant frénétiquement une sortie. Je suis entré derrière eux, sentant le regard collectif de 50 employés paniqués se fixer sur nous. Léa se tenait près de l'avant, les yeux écarquillés, retenant son souffle. Monsieur Durand s'est approché de l'immense tableau blanc numérique en tête de la salle. Il a claqué la main sur le bouton rouge de dérogation d'urgence de la console de communication, connectant instantanément l'audio et la vidéo de la salle directement à la conférence téléphonique d'urgence du conseil d'administration qui attendait sur la ligne 1. Les écrans massifs ont vacillé, montrant les visages confus et en colère des principaux investisseurs de l'entreprise. « Messieurs », a dit Monsieur Durand dans le microphone, sa voix résonnant dans l'étage silencieux de l'ingénierie, nous subissons actuellement un verrouillage catastrophique du système. Notre nouveau directeur de l'ingénierie, Jacques, est ici pour le réparer. Monsieur Durand s'est tourné vers Jacques, croisant les bras sur sa poitrine. Il a fait un geste vers le clavier du terminal principal posé sur la table de conférence.
Le système est en panne, Jacques, a dit Monsieur Durand, sa voix forte, claire et absolument impitoyable. Le conseil d'administration regarde. Tout l'étage de l'ingénierie regarde. Vous êtes le visionnaire. Vous êtes l'architecte. Vous avez construit ce système. Rallumez-le. Jacques a fixé le clavier comme si c'était un serpent venimeux enroulé. Ses mains pendaient mollement le long de son corps. Il a regardé les écrans massifs affichant les membres du conseil furieux. Il a regardé à travers les parois de verre les visages des développeurs qu'il avait passé les 2 dernières semaines à rabaisser, insulter et menacer. Il m'a regardé, debout calmement près de la porte, complètement imperturbable par le chaos. A balbutié Jacques, sa voix si faible qu'elle était à peine audible au microphone, j'ai besoin de mon équipe, aussi. Non, a interrompu Monsieur Durand, sa voix claquant comme un fouet. Votre équipe ne comprend pas la stratégie macro de haut niveau. Vous vous souvenez? Vous m'avez dit qu'ils n'étaient que des pisseurs de code. Vous m'avez dit que vous aviez conçu l'architecture. Si vous l'avez conçue, vous savez comment la déverrouiller. Tapez la séquence de commande, Jacques. Dégeler les serveurs. Sauver le client. Jacques a fait un pas chancelant vers le clavier. Il a levé ses mains tremblantes, ses doigts planant au-dessus des touches. Toute la pièce retenait son souffle. Le silence était absolu, lourd et complètement suffocant. Pendant 10 secondes angoissantes, Jacques a fixé l'invite de commande vide sur l'écran. Il ne savait pas comment lancer un protocole shell sécurisé. Il ne savait pas comment interroger la base de données. Il ne savait même pas quel langage le terminal attendait. Lentement, ses mains sont retombées le long de son corps. Un sanglot humide et pathétique s'est arraché de sa gorge. Son costume parfaitement taillé semblait soudain 3 tailles trop grand, flottant sur une coquille d'homme creuse et frauduleuse. « Je ne peux pas », a murmuré Jacques, des larmes d'humiliation pure jaillissant de ses yeux. « Je ne sais pas comment faire. » Le soupir collectif de l'étage de l'ingénierie était audible même à travers les épaisses parois de verre. Sur la liaison vidéo, les membres du conseil ont commencé à crier d'indignation. Monsieur Durand a regardé Jacques avec un niveau de dégoût si profond qu'il semblait physiquement le repousser. « Vous êtes un parasite, Jacques, a dit Monsieur Durand, sa voix dénuée de colère, remplacée par une finalité glaçante et absolue. Vous êtes un imposteur, un voleur et un passif actif pour cette entreprise. Vous êtes renvoyé, avec effet immédiat. La sécurité vous escortera hors de ce bâtiment et notre équipe juridique vous contactera concernant les primes frauduleuses que vous avez acceptées sous de faux prétextes. » 2 grands agents de sécurité, qui avaient clairement été convoqués par l'assistante de Monsieur Durand, sont entrés dans la salle de conférence. Ils ont flanqué Jacques, prenant chacun un de ses bras. Jacques ne s'est pas débattu. Il était complètement brisé, fixant le sol d'un air absent alors qu'il le traînait pratiquement hors de la pièce, exhibant sa chute publique et humiliante devant les employés même qu'il avait manipulés et maltraités. Les lourdes portes vitrées de la salle de conférence se sont refermées, coupant la vue de la sortie déshonorante de Jacques. La pièce était toujours silencieuse, à l'exception des voix frénétiques et déformées des membres du conseil résonnant depuis les écrans vidéo. La migration de données de plusieurs millions d'euros du groupe Apex était toujours entièrement gelée. L'entreprise continuait de perdre de l'argent à la seconde. Monsieur Durand a lentement tourné le dos aux écrans et m'a fait face. Il avait l'air épuisé, l'adrénaline de la confrontation s'estompant pour révéler les profondes rides de stress autour de ses yeux. Il s'est approché de moi, s'arrêtant à quelques mètres. Pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, Monsieur Durand, le PDG intouchable, a incliné la tête. Amélie, a dit Monsieur Durand, sa voix épaisse d'un remords sincère et profond, j'étais aveugle. J'étais arrogant. Et j'ai été complètement ébloui par une présentation brillante. J'ai permis à un escroc de voler le travail de votre vie, et je l'ai récompensé pour cela alors que vous vous épuisiez littéralement jusqu'à l'hôpital. Il n'y a pas de mots suffisants pour m'excuser de la négligence grave que je vous ai montrée. Je vous ai manqué en tant que leader. Je l'ai regardé, sentant le nœud serré et angoissant qui avait vécu dans ma poitrine pendant les 14 derniers mois commençait enfin, miraculeusement, à se dissoudre. Je n'avais pas besoin qu'il rampe, mais j'avais besoin qu'il reconnaisse la vérité. J'avais besoin de l'entendre dire à voix haute. Vous m'avez manqué, Monsieur Durand, ai-je dit simplement, ma voix calme mais intransigeante. J'ai saigné pour cette entreprise, et vous avez donné mon sang à un vampire parce qu'il portait un plus beau costume. Monsieur Durand a tressailli, hochant lentement la tête.
Vous avez tout à fait le droit de sortir par cette porte et de laisser cette entreprise brûler. Et si vous le faites, je m'assurerai que vous receviez une indemnité de départ qui reflète le maximum absolu de votre valeur. Mais si vous êtes disposé, y a-t-il un moyen de sauver le système? J'ai regardé par-delà lui, jetant un coup d'œil à travers la vitre à Léa, qui me faisait un petit signe de tête encourageant. J'ai regardé les écrans sombres, les pipelines de données gelées, la bête massive et endormie d'une architecture que j'avais construite de mes propres mains. C'était mon système. Il m'appartenait. Le protocole Sentinel nécessite une clé de déchiffrement de 64 bits suivie d'une syntaxe spécifique de commande de routage asynchrone pour purger en toute sécurité la charge de données excédentaires dans les clusters secondaires, ai-je déclaré. Ma voix glissant facilement dans le langage complexe et confortable de mon métier. Il me faudra environ 4 minutes pour l'exécuter. Les yeux de Monsieur Durand s'écarquillèrent avec une étincelle d'espoir désespérée et soudaine. Dites votre prix, Amélie. N'importe quoi. Premièrement, ai-je dit, levant un seul doigt, je suis la directrice de l'ingénierie. Le bureau d'angle est à moi. Mon salaire est immédiatement doublé, rétroactivement au jour où le projet Égide a commencé. Deuxièmement, Léa est promue architecte système principal avec une augmentation de salaire correspondante. Troisièmement, j'ai une autonomie complète et incontestée sur le budget de l'ingénierie et les pratiques d'embauche. Plus de jargon d'entreprise, plus de costumes vides. Nous embauchons des bâtisseurs, et nous les laissons bâtir. Monsieur Durand n'a même pas hésité. Il n'a pas consulté le conseil. Il a simplement tendu la main. Fait. Je demanderai à l'équipe juridique de rédiger les contrats dans l'heure. Je n'ai pas serré sa main tout de suite. Je suis passé devant lui, m'avançant vers le terminal principal en tête de la table de conférence. J'ai tiré la chaise et je me suis assise. J'ai posé mes doigts sur les touches mécaniques froides. J'ai fermé les yeux une fraction de seconde, prenant une profonde inspiration, sentant l'épuisement fantôme de l'année écoulée s'évanouir enfin, remplacé par un courant puissant et déferlant de pure justification. J'ai ouvert les yeux et j'ai commencé à taper. Mes doigts ont volé sur le clavier dans un cliquetis rapide et rythmique. Ligne après ligne de syntaxe complexe et élégante a déferlé sur l'immense tableau blanc numérique pour que toute la pièce puisse le voir. Je ne tapais pas seulement des commandes, je parlais à la machine dans un langage que seuls nous deux comprenions vraiment. J'ai entré la clé de 64 bits. J'ai exécuté la boucle de routage finale. J'ai appuyé sur la touche Entrée avec un craquement sec et définitif. Pendant 3 secondes, rien ne s'est passé. Puis les voyants d'avertissement rouges sur les tableaux de bord de surveillance de tous les tâches de l'ingénierie sont simultanément revenus à un vert calme et stable. Le système a vrombi. Les pipelines de données ont dégelé. L'immense arriéré de données du groupe Apex a déferlé, non pas en une vague chaotique et destructive, mais en s'écoulant doucement et en toute sécurité dans les clusters secondaires parfaitement reconfigurés. Une acclamation a éclaté de l'étage de l'ingénierie. Un rugissement de soulagement et de triomphe fort, sincère et assourdissant. Les développeurs applaudissaient, s'étreignaient et pointaient du doigt les écrans verts. Léa sautait pratiquement sur place, des larmes de joie coulant sur son visage. Même les voix en colère des membres du conseil sur la liaison vidéo se sont transformées en murmures stupéfaits et haletants d'approbation. Le projet Égide était vivant, et il était parfait. Les conséquences ont été rapides et sans compromis. La chute de Jacques ne s'est pas limitée à notre entreprise, elle a été absolue. Avec ma nouvelle autorité, j'ai contacté mon vaste réseau d'ingénieurs principaux et de recruteurs techniques à travers la ville. J'ai partagé la déclaration sous serment signée de Sophie ainsi que la preuve indéniable de son analphabétisme technique. L'industrie de la technologie est une petite communauté très soudée en ce qui concerne les personnes qui font réellement le travail. En une semaine, Jacques a été complètement mis sur liste noire. Aucune entreprise réputée ne lui accorderait même un entretien téléphonique. Désespéré et faisant face à des frais juridiques massifs suite à la contre-poursuite agressive de Monsieur Durand pour récupérer ses primes frauduleuses, Jacques a été contraint de vendre son luxueux appartement en centre-ville et sa voiture de luxe. La dernière chose que j'ai entendue, c'est qu'il avait complètement quitté la région, occupant un poste de gestion de projet subalterne dans une petite chaîne de vente au détail, dépouillé de ses costumes, de ses titres et de sa gloire volée. 3 mois plus tard, l'entreprise était florissante. Le projet Égide était le joyau de notre firme, traitant les données sans faille et générant des bénéfices records. J'étais assise dans mon bureau d'angle,
le soleil de fin d'après-midi filtrant à travers les baies vitrées, jetant une lueur chaude et dorée sur mon bureau en acajou. Je n'étais pas penché sur un clavier, luttant contre une crise de panique. J'étais adossé à mon fauteuil confortable, sirotant une tasse de thé à la camomille, examinant tranquillement les brillantes nouvelles propositions architecturales de Léa pour le trimestre à venir. Ma santé était revenue. Les cernes sous mes yeux avaient disparu. Je dormais enfin toute la nuit. J'ai regardé autour de la pièce calme et spacieuse, écoutant le faible et lointain bourdonnement d'un système parfaitement optimisé, s'exécutant sans faille. J'ai pris une lente et profonde inspiration, souriant doucement à moi-même. La forteresse était sécurisée. Le roi imposteur avait été détrôné, et la véritable architecte reposait enfin confortablement à la place qui lui revenait de droit.